TD numéro 9, donc correction de l'exercice 4. Donc j'ai eu plusieurs questions à ce niveau-là, donc je vais réexpliquer avec une vidéo. Donc on a une fonction de deux variables, donc x et y, qui est définie sur R2. Il n'y a pas de valeur interdite, hein. Donc on peut prendre toutes les valeurs qu'on veut pour x et pour y, telles que f de xy égale xy moins x puissance 4, etc. On nous demande donc de déterminer les extrémas locaux et les points de sel. Donc là, ça fait appel à une notion de cours que je vais rappeler. Donc le point de cours qui nous intéresse, c'est la recherche des extrémas locaux dans le cadre des fonctions à deux variables. Donc elle se fait en deux étapes, hein. D'abord, on va déterminer les points critiques qui vérifient donc d rond f sur d rond x est égal à 0 et d rond f sur d rond y égale 0. Alors comment ça peut s'expliquer? On peut s'expliquer donc en fonction de ces deux cas où on a donc un maximum local et un minimum local, hein. Donc là, on aura la représentation graphique de deux fonctions, de deux variables. Et on voit que dans ce cas-là, la concavité des deux applications partielles est dirigée donc vers le bas, hein. Donc les fonctions sont concaves. Et on voit que pour le maximum, donc si on trace la tangente à la surface suivant donc l'axe des x, c'est-à-dire la dérivée partielle de la fonction par rapport à x, on va avoir donc une droite qui sera donc parallèle à l'axe des x, bien sûr, mais qui sera horizontale, c'est-à-dire que le coefficient directeur sera égal à 0, ce qui explique donc la première condition. Et la deuxième condition, en fait c'est la même chose, hein, mais cette fois suivant l'axe des y. Donc si on place une droite tangente à la surface donc en ce point particulier, donc on aura une droite qui sera horizontale et parallèle bien évidemment à l'axe des x. Donc ça c'est dans le cas où on a un maximum local. Bon, même chose si on a un minimum local, hein. Donc dans les deux cas, pour ce minimum local, donc les droites qui correspondent aux applications partielles suivant x et suivant y, hein. Donc là on aura de nouveau donc des tangentes qui seront horizontales, hein, et parallèles donc soit à l'axe des x soit à l'axe des y, ce qui explique en fait la première condition donc au niveau des dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Pour le point de sel, là on est obligé de s'intéresser aux dérivées secondes. D'accord. Alors qu'est-ce qu'un point de sel? En fait, là on a donc une surface qui représente en fait, enfin, qui rappelle une selle de cheval, hein. C'est-à-dire que là on aura aussi des tangentes pour ce point de sel, donc des tangentes euh, suivant l'axe des x et l'axe des y qui seront horizontales aussi, hein. Mais là il y a une différence, hein, puisque là on voit qu'on a dans une application partielle, donc si on est dans le plan des YZ, hein, d'accord, on aura donc quelque chose qui sera une fonction concave, hein. Et par contre, si on est dans l'axe XZ, donc là, on aura donc une fonction qui sera non plus concave, mais convexe. Donc là, on a une fonction concave, et là, on aura une application partielle donc qui sera convexe. C'est ce qu'on appelle donc un point de sel. Donc je vais appliquer ces règles à l'exercice numéro 4. Donc je rappelle la fonction et son ensemble de définitions. Et je vais donc d'abord rechercher les points critiques, c'est-à-dire donc il va falloir que je détermine les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y de la fonction. Et ensuite donc voir les valeurs qui annulent donc ces dérivées partielles. Alors, pour dériver donc f par rapport à x, je vous rappelle qu'on considère que y est une constante. C'est-à-dire que le premier terme, donc c'est la forme x multiplié par une constante, par exemple a, hein. Donc ax, quelle est la dérivée de la fonction ax par rapport à x? Ça sera tout simplement a. Ce qui joue le rôle de a, en fait, c'est y. Donc la dérivée partielle de xy par rapport à x, y étant une constante, donc ça sera tout simplement la constante, c'est-à-dire y. Donc pour le deuxième terme,
je vais dériver par rapport à x, donc là c'est plus facile. Hein. Quelle est la dérivée de x puissance 4? C'est 4x puissance 3, 4x puissance 3, que je simplifie en haut et en bas par le 4. Donc il va me rester plus que x au cube. Là, je n'ai pas de x, donc c'est considéré comme une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Là, je pourrais rajouter moins 0 si on veut. Donc là, j'ai dérivé par rapport à x, y étant constant. Maintenant, je vais dériver par rapport à y, x étant constant. Donc, pour le premier terme, je fais la même chose, sauf que là, j'aurai quelque chose de la forme, par exemple, a fois y. Quelle est la dérivée de a fois y par rapport à y? Ça sera tout simplement a. Et ce qui joue le rôle de la constante, c'est x. Donc, la dérivée de xy par rapport à y, ça sera x, tout simplement. Donc, pour le deuxième terme, c'est la même chose. Hein. Là, je n'ai pas de terme à y, c'est considéré comme une constante, donc ça fera la dérivée, ça sera 0. Donc là, il faudrait que je rajoute moins 0. Et le troisième terme, donc là, je dérive toujours par rapport à y. Hein. Donc, quelle est la dérivée de y puissance 4? C'est 4y puissance 3. Et là encore, les 4 vont se simplifier, puisque j'ai un 4 en haut et en bas. Donc, il me restera tout simplement y3. Donc il faut bien s'habituer à déterminer donc les dérivées partielles, hein, en se rappelant que quand on dérive par rapport à une variable, donc les autres variables donc, sont considérées comme des constantes. Alors pour vous aider, hein, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple quand vous avez la dérivée de la fonction f par rapport à x, les y vous les remplacez par des a, hein, a étant une constante. Donc au point de vue visuel, ce sera peut-être plus explicite. Ensuite, donc, une fois qu'on a les expressions des dérivées partielles, on va déterminer les valeurs donc, qui annulent ces dérivées partielles. C'est-à-dire, on recherche les points de coordonnées x, y tels que ces deux conditions soient remplies. Donc, connaissant les expressions des dérivées partielles, on va obtenir, puisqu'on a deux conditions, donc deux équations. Donc, la première équation, ça sera y moins x au cube égale 0. Et la deuxième équation, donc, ça sera pour la dérivée partielle de f par rapport à y qui est égale à 0. Donc il faut impérativement résoudre ce système. Alors, il ne faut pas avoir peur, hein, parce qu'on a des x puissance 3 et y puissance 3. Hein. Donc, il suffit de faire, par exemple, le procédé de substitution. On dit qu'à partir de la première... pardon, on va prendre la première équation, celle-là. On passe le moins x au cube de l'autre côté, ce qui va donner donc x au cube. J'aurai donc y égale x au cube. Et ça, je vais donc remplacer y par x au cube dans la deuxième équation. C'est le procédé de substitution. Donc, je remplace ce y par x au cube. Ce y étant lui-même au cube, donc je vais avoir y à la puissance, x à la puissance donc 9. D'accord? Donc, j'obtiens ça. Donc, là, étant donné que j'ai x moins x puissance 9, je peux mettre x en facteur, ce qui va me donner x facteur de 1 moins x à la puissance 8. Et j'aurai en fait plusieurs cas. Donc ça c'est une équation de type produit. Donc première solution c'est x égale 0. Donc la solution la plus simple. Deuxième solution, donc là ça va être l'ensemble des valeurs qui annulent en fait cette parenthèse. C'est-à-dire pour lesquelles donc j'aurai 1 moins x puissance 8 est égal à 0. Et ça c'est très simple, hein, puisque donc si je passe le moins x puissance 8, ça devient x puissance 8. Donc là c'est facile de voir que les racines sont évidentes, hein, c'est soit moins 1, soit plus 1. Donc moins 1 à la puissance 8, donc ça nous fera 1. Et 1 à la puissance 8, ça nous fera aussi 1. Donc 1 moins 1, ça fera toujours 0. Donc conclusion, on a trois valeurs possibles pour x. La première étant x égale 0, la deuxième étant x égale 1 et l'autre x égale moins 1. Et je vais avoir donc les trois points critiques, hein, donc de coordonnées, ça c'est pour x. Et pour le y, comme on sait que y est égal à x au cube, donc il est facile d'en déduire les valeurs de y connaissant les valeurs de x. Donc voilà pour la première étape, on détermine qu'il y a trois points critiques.
Ensuite, on va en déterminer les extrémas, c'est-à-dire minimum et maximum local, et éventuellement le point de sel. Et pour ça, on a besoin de la dérivée seconde. Donc là encore, on va poser R, S et T. Alors ça, c'est un rappel du cours, hein, puisque là, on aura besoin de la dérivée seconde de f par rapport à x. Donc la dérivée première par rapport à x, c'était ça. Et on va encore une fois dériver par rapport à x. Donc le y, je vous rappelle que c'est considéré comme une constante, ça va disparaître. Quelle est donc la dérivée de moins 3x au cube? Ça sera donc moins 3x au carré. Donc là, j'ai dérivé par rapport à x. On est bien d'accord. Maintenant, je vais prendre la dérivée par rapport à x et je vais dériver par rapport à y. Alors, c'est un petit peu compliqué. Donc la dérivée de f par rapport à x, je l'avais déterminée. Et maintenant, je vais déterminer la dérivée par rapport à y, c'est-à-dire que je change de variable, hein, ce qui va nous donner, donc, bon, le principe reste le même. Hein, donc ça, le x sera considéré comme une constante, donc ça va disparaître, et la dérivée de 1y, ça sera tout simplement 1. Donc la d rond f sur d rond x, d rond y sera égal à 1. Et bon, je vais faire pareil pour la dérivée de f par rapport à y au carré. Là, je l'ai dérivé une première fois, et je vais la redériver encore par rapport à y, c'est-à-dire x sera considéré comme une constante. La dérivée d'une constante, ça fait 0. Et la dérivée de moins 3y puissance 4, ça nous donnera, donc je dérive y3, ça me donne 3y2 avec le signe moins. Donc voilà pour l'expression de petit t, qui sera égale à moins 3y au carré. Donc une fois que j'ai ça, bon c'est un petit peu une recette à suivre, hein, donc là après c'est du calcul. On va calculer donc s au carré moins rt pour le premier point. Le premier point c'est M1, donc les coordonnées sont 0 et 0. Donc je remplace les x et les y, je remplace les x par et les y, oui bien sûr, par leur valeur, c'est-à-dire 0. Donc là c'est très simple à calculer. Hein. S c'est ça, c'est 1, donc 1 au carré, moins r fois t. Alors r c'est ça, et je sais que x est égal à 0. Donc ça fera moins 3 multiplié par 0 au carré, multiplié par petit t, t c'est moins 3y au carré. Moins 3y au carré, y étant égal à 0. Je vais obtenir donc 1. Et ça, dans le cours, hein, donc voir le cours, ça nous permet d'affirmer que M1 est un point de sel, hein, donc, puisque en fait cette quantité est positive. Je vais faire la même chose pour M2 et M3. Donc pour M2, donc les coordonnées sont x égale 1, y égale 1. Donc même chose hein, pour S. S, donc de toute façon ça ne change pas S. Hein, donc je le mets toujours 1. Et R et T, R fois T, donc R ça sera cette expression pour x égale 1. Et là pour petit t je prendrai y égale 1. Donc voilà ce que j'obtiens. Et là si je fais le calcul, donc j'obtiens moins 8. Moins 8 c'est négatif. Donc là, on peut en déduire que M2 est un maximum local. Pour M3, bon, bah, c'est exactement le même principe, sauf que là, donc, j'aurai x égale moins 1, y égale moins 1. Donc je recalcule la quantité s carré moins r fois t. Hein, donc c'est toujours la même expression, sauf que là, x et y seront égales à moins 1. Donc je rappelle s égale 1, d'accord, moins r fois t, pour x égale moins 1 et y égale moins 1. Donc là, je vais calculer cette quantité. Et de nouveau, donc, je vais retrouver moins 8. C'est encore négatif. Donc là, je peux en déduire que le point M3 est un maximum local. Donc il est important de bien maîtriser la marche à suivre, hein, donc, qui est donnée dans le cours. Bon, elle peut se démontrer, mais je vous donne directement la marche à suivre. Et je vous demande simplement de savoir l'appliquer. Et deuxième chose, bien évidemment, il faut savoir dériver par rapport à une variable. Donc la règle, quand on a une fonction de deux variables, qu'on dérive par rapport à une variable, l'autre variable est considérée comme une constante.